En Floride, en 1990, 2 meurtres avaient été perpétrés au hasard. Sans piste, les policiers ne pouvaient pas bouger. Le 26 août, les étudiants de l'Université de Floride à Gainesville se préparaient pour la rentrée. En ce dimanche après-midi, Ricky et George Powell se rendirent sur le campus pour voir le nouvel appartement de leur fille Christina. À leur arrivée, ni elle ni sa colocataire ne répondirent à la porte. Ils demandèrent au concierge de la leur ouvrir, mais les jeunes femmes avaient fait changer la serrure et le concierge n'avait pas la clé. Les Powell étaient de plus en plus inquiets pour leur fille. Craignant le pire, ils téléphonèrent à la police. Un agent du service de police de Gainesville les rencontra devant l'appartement. Il força la porte. En entrant, il aperçut le corps d'une femme sur le canapé. Il empêcha les parents de le suivre. Il fallait garder la scène du crime intacte. De plus, le meurtrier était peut-être encore à l'intérieur de l'appartement. L'agent ne trouva pas le tueur, mais plutôt le corps d'une autre jeune femme. Les 2 victimes avaient été violées, puis poignardées. La brutalité de ces crimes ainsi que la façon dont le meurtrier avait laissé leur corps laissait croire à la police qu'il était rusé et méthodique. Les policiers craignaient qu'il ne récidive bientôt. Pour soutenir cette importante enquête, les policiers de tout le comté se joignirent aux forces du service de Gainesville. Parmi eux se trouvait le sergent détective Legrand Hewitt, du service de police de Alachua. Le tueur ne tarda pas à tuer de nouveau. Peu après minuit, le dimanche soir, une des employées du service de police d'Alachua n'est pas venue travailler. Son superviseur et ses collègues étaient inquiets et ils ont avisé le chef du quart de veille. On envoya un agent à l'appartement de Krista Hoyt. Il n'y eut pas de réponse à la porte. L'agent remarqua cependant qu'il y avait une ouverture dans le store vénitien. L'agent s'est agenouillé et il a éclairé la pièce à l'aide de sa lampe de poche. C'était la chambre de Krista Hoyt. Elle était assise sur le côté de son lit, comme dans une mise en scène, et elle avait été décapitée. Pour ajouter à l'horreur, 2 jours plus tard, on retrouva 2 nouvelles victimes violées et poignardées de la même façon. La nouvelle de ces meurtres sema un vent de panique sur le campus de l'Université de Floride. Just a reminder for University of Florida students back for the new semester, make sure you stay safe, keep doors and windows locked. Call SNAP, the Student Nighttime Auxiliary Patrol, if you need an escort around campus. Police are increasing patrols in the southwest Gainesville area around student apartment complexes. Les détectives n'avaient pas une minute à perdre. Ils devaient stopper ce dangereux tueur rituel. Ce forcené avait tué 5 femmes en seulement 3 jours. Les portes verrouillées ne semblaient pas l'arrêter. Au premier appartement, il avait forcé la serrure de la porte en bois. Au deuxième et au troisième appartement, il était parvenu à retirer le loquet de sécurité d'une porte coulissante vitrée. L'agent spécial Ed Dix croyait d'ailleurs qu'il avait utilisé le même outil aux 2 derniers endroits. La porte coulissante avait été forcée. Il y avait des marques sur le cadre d'aluminium. Les policiers photographièrent les dommages près des portes où le tueur était entré par effraction. On retira également une section du cadre de la porte en bois de la première scène pour l'envoyer à l'expert David Warniment du laboratoire criminalistique de Jacksonville. En examinant la porte, j'ai tout de suite constaté que le tueur s'était servi d'un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé. Les policiers retirèrent les portes de la seconde et la troisième scène de crime et les envoyèrent au laboratoire. Ils avaient l'intuition que les 3 cas étaient reliés, mais n'avaient encore aucune preuve formelle. S'ils démontraient que le même outil avait été utilisé dans les 3 cas, ils sauraient qu'un seul et même tueur était à l'œuvre. Une semaine plus tard, on m'a envoyé les 2 autres portes, c'est-à-dire la porte de la 2e et de la 3e scène de crime. Je les ai examinées et j'ai remarqué des marques près de la serrure de la porte de la 2e scène et également sur le verrou qu'on m'avait envoyé en même temps. Sur la porte de la 3e scène, il y avait là aussi des marques près de la serrure et du verrou de sécurité. Il y avait une série d'égratignures sur la tige et autour du trou de la tige. Ces marques étaient celles que l'on fait quand on utilise une pince Monseigneur pour entrer par effraction. Warniment fit un moulage en silicone des rayures faites sur toutes les portes. Le silicone est mélangé à un agent durcisseur. Quand il se fige, il crée une impression parfaite. Après avoir analysé les marques des 3 scènes, Warniment conclut que le meurtrier avait utilisé un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé.
Un seul individu était donc entré chez ses victimes. En retrouvant l'outil, les policiers espéraient bien retrouver le meurtrier. Au cours des 4 mois suivants, partout dans l'État de Floride, lorsqu'un individu était arrêté et qu'on trouvait un tournevis sur lui ou dans sa voiture, on l'envoyait à David Warniment. Sous la puissante lentille d'un microscope, même l'embout d'un tournevis neuf laisse des marques uniques. Il devient encore plus facile de l'identifier avec le temps lorsque l'usure lui a donné des marques caractéristiques. Warniment examina des dizaines de tournevis, mais aucun d'entre eux ne correspondait aux marques laissées sur les scènes de crime. Puis, en novembre 1990, 4 mois après les premiers homicides à Gainesville, en Floride, les policiers découvrirent une nouvelle piste suite à une vérification de routine. Un homme arrêté à Ocala pour cambriolage était recherché à Shreveport, en Louisiane, pour avoir tué son père d'un coup de feu. Le programme de l'ordinateur avait trouvé des corrélations entre la scène du crime de Shreveport et celle des meurtres de Gainesville. Il était possible que ce ne fût qu'une simple coïncidence. Mais l'agent spécial Ed Dix décida d'examiner de plus près les liens entre le suspect d'Ocala et les meurtres de Gainesville. Pendant ce temps, le sergent-détective LeGrand Hewitt suivait une autre piste. Peu après les meurtres, une banque de Gainesville avait fait l'objet d'un vol. La banque était dans le même secteur que la deuxième scène de crime. Peu après le vol, les policiers aperçurent 2 hommes entrer dans les bois avoisinants. Les suspects prirent la fuite. Les policiers demandèrent des renforts. Un chien renifleur se mit sur leur piste. Les policiers aboutirent à un petit site de camping improvisé. Ils y trouvèrent d'importantes liasses de billets de banque apparemment volés à la banque le jour même. Dans un sac, il y avait un pistolet semi-automatique semblable à celui utilisé par le voleur, du ruban adhésif et un magnétophone contenant une cassette. Sur le ruban, il y avait un message qui semblait codé. L'homme s'identifiait comme étant un certain Danny Rolling. Il y chantait 11 chansons qu'il avait écrites lui-même. La plupart étaient sur l'air des portes du pénitencier. Le ruban se terminait par ce qui était vraisemblablement le prélude à un meurtre. Ce n'est pas le chemin que j'ai voulu emprunter, mais je vais tenter de le parcourir comme un vrai homme. Il y a quelque chose que je dois faire. Le ruban indiquait que Rolling était à Gainesville au moment où les meurtres avaient été commis. Sur le site du camping, les policiers trouvèrent également un tournevis. Ils n'avaient cependant aucune raison de croire que Rolling était impliqué dans les meurtres. Il était plutôt compétent en vol de banque, un crime d'une nature tout autre que les meurtres sexuels brutaux du tueur en série. Au départ, nous n'avons attaché aucune importance à ce site. Mais quelque chose ne cessait de me tracasser. Je me disais qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas éliminer cet outil trop vite. Warniment décida d'examiner le tournevis de plus près. J'ai mis le tournevis sous un microscope, juste à côté des moulages de silicone des marques de la porte de la 3e scène de crime. En l'espace de 5 ou 10 minutes, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de caractéristiques communes. J'avais dans les mains le tournevis qui avait endommagé cette porte. L'expert répéta l'analyse avec la porte de la 2e scène de crime. Une fois encore, j'ai comparé les marques sur la porte et la pointe du tournevis. J'ai noté assez de correspondances pour affirmer que cet outil avait causé les marques sur la porte et le verrou de la 2e scène de crime. Les marques d'outils prouvaient que le tournevis trouvé sur le site de camping de Danny Rolling était le même que celui utilisé pour forcer les portes des appartements des victimes. Quand on présenta à Rolling ses preuves contre lui, il passa aux aveux et décida de faire la lumière sur sa vie de criminel. Il avait développé son talent pour entrer dans des maisons pendant le sommeil des occupants lors de cambriolages. Il a commencé à l'adolescence comme voyeur, puis il est devenu voleur et ensuite violeur. Il était un voleur très efficace. Il aimait par-dessus tout entrer par effraction chez les gens et faire tout ce qui lui plaisait sans réveiller personne. Comme de nombreux tueurs en série, Rolling avait commencé par le voyeurisme. Il épiait les femmes la nuit par les fenêtres. Puis il devint voleur et ensuite meurtrier.
Son outil de prédilection pour entrer par effraction était un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé. Il était fier de son habileté à ouvrir n'importe quelle porte. Il n'y avait ensuite qu'un pas à faire pour violer et tuer. Le 26 août 1990, il a atteint le paroxysme. Il nous a avoué qu'il regardait par une fenêtre quand il a aperçu une jeune femme qui sortait de la douche. Il s'agissait de la victime, Tracy Pauls. Quand il l'a vue, il savait que c'était elle, qu'elle était sa proie pour cette soirée-là. Le couteau que Rawling utilisait pour tuer ses victimes ne fut jamais retrouvé. Mais les policiers disposaient d'un outil tout aussi incriminant. Rawling avait laissé 27 marques sur les portes des scènes de crime. C'était plus qu'il n'en fallait pour prouver sa culpabilité. It is further ordered in a judge that the defendant, Danny Harold Rawling, is hereby sentenced to death. The defendant is hereby committed to the Department of Corrections of the state of Florida for execution of this sentence as provided by law. May God have mercy on his soul. Done and ordered this 20th day of April, 1994. L'identification de marques d'outils peut sembler bien simple comparativement aux autres sciences judiciaires. Elle ne requiert qu'un simple examen visuel. Mais elle fournit des preuves convaincantes au jury. Quelques marques à peine visibles suffisent à faire inculper un suspect.